Allez chats, mes chers amis golfeurs, bienvenue pour la suite de cette série de vidéos sur la quête du driver parfait. Aujourd'hui, nous allons rentrer dans le cœur de ce que j'appelle les specs d'une tête de driver, avec évidemment la notion de loft qui est cruciale, mais nous parlerons aussi d'angle de face, de lie et de moment d'inertie de la tête. Et bien sûr, vous le voyez venir, je ne peux pas ne pas m'exprimer sur ce sujet sensible, les bagues, les fameuses bagues ajustables apparues à la fin des années 90. À tout de suite pour quelques éclaircissements sur ces quatre notions clés, le loft, le lie, l'angle de face et le moment d'inertie de la tête. Pour démarrer cette vidéo, une notion à la fois simple et compliquée à expliquer, celle de loft, d'une phase de driver. Il ne vous a peut-être pas échappé, chers amis golfeurs, qu'une phase de driver a ceci de particulier qu'elle est bombée. Qu'elle est bombée, à la différence d'un fair, d'un wedge, d'un putter, d'un hybride et même d'un bois de parcours. Encore que certains bois de parcours, on va le voir, ont des petits niveaux de ce qu'on appelle de roll. Le roll, c'est ce phénomène de face bombée qui fait que sur un driver, la hauteur de tête et son volume étant tellement important, surtout aujourd'hui où toutes les têtes de driver sont à peu près à ce volume maximum de 460 cm3 et donc des hauteurs optimisées, nous avons donc des écarts de roll qui peuvent être importants et qui vont être différents selon les modèles et les marques de drivers que vous pouvez trouver aujourd'hui sur le marché. C'est cela vraiment qu'il est important à comprendre. Comme on le peut constater ici, vous voyez, trois têtes de driver estampillées par exemple, si je prends un exemple, celle-ci pour 10,5 qui en réalité a un roll, enfin en tout cas des lofts de 7, 9 et 12. Celle-ci de chez Tom Wition, qui est donc estampillée pour 9 degrés de loft et qui en fait fluctue de 7,5, 7,5, 9 et 10 degrés de loft, donc un roll beaucoup moins accentué, je vais y revenir dans un instant, et celle-ci qui est estampillée pour 10, 10,5 et qui a un roll, vous voyez, beaucoup plus prononcé que les deux autres, allant de 7 à 14. Et d'un point de vue historique d'ailleurs, ce roll a eu tendance à augmenter, puisque vous le comprenez, je pense, sans être des as comme moi des mathématiques, mais plus la hauteur des têtes et leur volume ont augmenté avec le temps, plus ce roll s'est accentué avec l'histoire des têtes de driver, ce qui fait qu'il y a 20 ans, il y a 30 ans, et plus, nous avions donc des phases de driver beaucoup plus petites, avec des rolls beaucoup moins importants. Et ça, c'est un point intéressant parce que Tom Wition, j'y reviens, on va en parler pas mal dans cette vidéo, a été un de ceux qui ont justement, qui se sont intéressés un petit peu à l'histoire des drivers et fait partie de ceux, c'est un débat, il y a débat et il y a les pour et les contre. Et Tom Wition fait partie de ceux qui pensent qu'une tête de driver ne devrait pas avoir un rôle trop important et raison pour laquelle il propose des modèles de driver avec des lofts qui, vous le voyez, ne vont pas trop varier si vous tapez votre balle en bas, au milieu ou en haut de la face de club. Donc, voilà pour cette introduction sur le loft. C'est un sujet important. Peut-être que parmi vous, il y avait des golfeurs qui n'étaient pas conscients de ce phénomène. Et juste pour conclure sur ce point, avant que certains parmi vous peut-être me posiez la question, pourquoi y a-t-il des écarts aussi importants peut-être de marque à marque? Et j'ai pu le constater au cours de mes 12 années d'atelier où je mesure les lofts précisément pour les golfeurs qui viennent me voir à l'atelier. Il y a des écarts. Et il y a des écarts qui sont liés notamment à des tolérances de fabrication. Nous ne vivons pas dans un monde parfait. Il faut bien comprendre que ces têtes de driver demandent des procédés de fabrication extrêmement pointus, certes, mais qui sont notamment en fonction de la température de chauffe pour souder ces têtes de driver. Et à l'arrivée, il y a donc des écarts de fabrication, de tolérance, de la même façon que vous avez des tolérances de grammage, vous avez des tolérances de loft. Donc voilà. Sur cette thématique, à la fois simple mais compliquée, moi ce que je voulais vous dire en tout cas, c'est que pour un golfeur, et je pense que si vous suivez ma chaîne, c'est que vous vous intéressez profondément à votre matériel de golf, vous cherchez des réponses, vous cherchez mieux à comprendre. Ce que je peux vous dire, c'est que si vous avez des doutes sur un driver que vous avez acheté, neuf d'occasion, quoi qu'est-ce, vous avez des doutes parce que vous dites c'est bizarre, je fais des balles vraiment très hautes avec ce 9 degrés de loft, ou je fais des balles vraiment très très basses.
Et donc, avant peut-être de mettre en cause le shaft ou le swing weight ou le grip ou quoi qu'est-ce, peut-être, et en tout cas, très souvent, si vous allez voir quelqu'un de compétent, un club maker, et ça prend quelques secondes hein, de mesurer avec une règle les lofts de votre phase de driver, vous aurez sans doute la réponse à votre question de pourquoi vous avez une trajectoire bizarre par rapport peut-être à votre ancien driver. Donc faites mesurer les lofts de votre phase de driver. Je pense que ce n'est pas une perte de temps. À nouveau, la quête de ce driver parfait, c'est la quête du centrage de balle. Donc, il est quand même très intéressant pour un golfeur de savoir par rapport à ses tendances, un golfeur qui a tendance à taper toujours en haut ou toujours en bas devrait, à mon sens, s'interroger sur le loft réel qu'il y a sur sa phase de driver. Même si la quête ultime reste bien sûr de centrer sa balle le plus souvent possible. Voilà, j'espère que j'aurai répondu à cette question. Pour tout vous avouer, je viens de refaire cette prise parce que je voulais ne laisser aucune ambiguïté par rapport à ce que je suis en train de vous raconter. Il ne s'agit nullement de dire que telle ou telle marque a des lofts mauvais ou bons ou quoi qu'est-ce. Il y a simplement des tolérances de fabrication et il y a des rôles plus ou moins importants en fonction de la hauteur choisie par le fabricant pour sa tête de driver et du volume et d'autres aspects de fabrication qui font que oui, il y a des écarts de loft. Voilà, j'arrête pour cette première partie. J'espère avoir été assez clair. Et c'est pas facile d'expliquer cette thématique. À tout de suite pour la suite, on va parler des bagues. Nous y sommes, les bagues ajustables. Sujet ô combien complexe et sensible à expliquer. Et avant toute chose, peut-être que cela va vous surprendre, mais celui qui a inventé ce système de bagues en 1995 n'est autre que Tom Wichon. Vous le voyez ici dans son dernier livre, une photo. À l'époque, il avait baptisé ce système le AHT, Adjustable Hosel Technology, technologie de hosel ajustable. Dans son dernier livre, page 249, Captain Club Maker. Et toujours pour la petite histoire, puisque bon, j'ai pas mal de correspondance avec Tom, dernièrement sur le sujet des putters, nous y reviendrons. Il m'avait envoyé un PDF de 10 pages. J'ai bien dit 10 pages pour tenter de m'expliquer avec graphique et données chiffrées ce système de bagues ajustables. Et vous dire aussi que en 95, il avait inventé ce système simplement pour changer deux paramètres clés d'un driver, le lie, nord-sud, toujours la même histoire, upright, flat, etc. Et l'angle de la face, ouvert ou fermé. À aucun moment, il ne parlait de loft à l'époque. Cette thématique a été reprise bien plus tard par finalement toutes les grandes entreprises de golf que l'on connaît. Alors, nulle intention de ma part de me lancer dans un débat, aucun intérêt. Simplement vous dire la chose suivante, c'est que effectivement, et je pense qu'il y en a un sur YouTube qui a tenté de l'expliquer fort justement, c'est des golfiteurs. Lorsque vous changez, effectivement, lorsqu'on vous dit que vous pouvez changer le loft sur une bague ajustable, sachez que vous ne changez en fait, si l'on raisonne avec une face posée sur sa semelle à plat, au sol, vous ne changez en fait que son angle de face. Et c'est facile à mesurer. Je sais qu'il y a beaucoup de sceptiques parmi vous encore peut-être. Changez les réglages de bague de votre driver et vous allez vous apercevoir en posant le driver au sol qu'en fait c'est l'angle de la face que vous faites évoluer. Et indirectement, comme le répète Tom Wichon, la seule façon finalement de changer le loft, c'est en repositionnant à l'adresse, en tenant a priori votre phase de driver au-dessus du sol. Vous allez la remettre square par rapport à votre ligne de cible, par rapport à votre cible. Et à ce moment-là, de façon indirecte, le changement qu'il y avait eu d'angle de face va changer le loft. C'est tout ce que l'on peut dire à ce sujet. Enfin, c'est tout. Non, on pourrait dire bien d'autres choses. Mais c'est vraiment ce qu'il faut comprendre. Cette histoire de bagues, je pense qu'on en fait un petit peu trop des tonnes. Vous avez vu déjà, par rapport à ce que j'ai dit tout à l'heure, que finalement le loft est une notion assez subjective, avec des valeurs variables. Et donc,
À nouveau, lors d'un fitting de driver, bien sûr que moi, c'est ce que je dis toujours à un golfeur. Les critères principaux, c'est la longueur, l'équilibrage. Trouvez bien sûr le bon loft, et je vous mettrai très prochainement dans cette vidéo, bien sûr, le tableau de comment choisir son loft optimal pour un golfeur en fonction de votre vitesse de club et de votre angle d'attaque, et en fonction également, troisième critère, de l'état des fairways sur lesquels vous jouez, si ce sont des fairways fermes ou des fairways mous. Vous allez voir que selon ces trois paramètres, vitesse de club, angle d'attaque de votre driver et état des fairways sur lesquels vous jouez, vous allez pouvoir trouver à peu près le loft idéal qui vous correspond. Les bagues, à mon sens, en tout cas, c'était le sens de Tom. Et il le rappelle dans ce livre, le gros intérêt d'une bague, c'est justement de pouvoir faire varier le lie pour des gabarits extrêmes, hein, pour un golfeur qui se retrouve avec un driver. J'en ai eu totalement en pointe à l'adresse. Visuellement, c'est pas très voilà, ça peut effectivement provoquer des mauvaises postures pour certains golfeurs. Des drivers qui reposent trop flat, personnellement, j'en ai jamais vu, mais cela peut exister. Mais le lie est un critère beaucoup moins important pour un driver puisque la balle repose sur un tee. Et par contre, le changement de l'angle de face pour Tom est quelque chose de beaucoup plus intéressant que le changement de loft. Pour tous les golfeurs qui, par exemple, ont un slice chronique, plutôt que voilà s'interroger sur les systèmes de bague, avec des lofts, interrogez-vous plutôt sur ce que peut faire la bague en termes d'angle de face. Partant du principe que oui, si vous avez un slice chronique que vous n'arrivez pas à corriger avec des leçons de golf, une face fermée va vous permettre de réduire votre slice. Et inversement, pour des joueurs qui ont tendance à faire trop de draw ou trop de hook, une face ouverte va vous permettre de faire moins de hook et moins de draw. Et puis, il y a certains golfeurs, j'en fais partie, qui visuellement, personnellement, moi je préfère une face légèrement ouverte à l'adresse. Le slice, voilà, je remercie le ciel, mais le slice ne fait pas partie vraiment de mes péchés golfiques. Et une face ouverte, personnellement, me met plus à l'aise lorsque je tape un driver. Voilà sur ce sujet des bagues ajustables. Et bien sûr, je répondrai à vos questions si vous en avez. Pas de souci, mais voilà, je tenais à faire un petit point à ce sujet. Alors pour ceux qui sont sceptiques, à nouveau, et j'en sens parmi vous qui encore se posent des questions sur ces bagues, pour clôturer peut-être le sujet, je vais vous poser la question suivante. Pourquoi pensez-vous que celui qui a inventé ce système de bagues à la fin des années 90 et qui propose aujourd'hui des modèles de drivers à des clubmakers comme moi qui les achètent, sans kikine, j'ai bien dit le mot sans kikine, a proposé 4 versions de loft de son modèle 919, si je prends que celui-là. Hein. Le 919, vous voyez, il est disponible en 9 degrés, il est disponible en 11 degrés, il est disponible en 13 degrés, je ne l'ai pas avec moi, et il est dans ce qu'il appelle la version HL, 13 degrés, et il est disponible dans une version HL+, High Launch Plus, que j'ai ici pour femmes, en 15 degrés de loft. Parce que cela coûte beaucoup d'argent, il faut bien le comprendre. 4 moules qui sont donc répertoriés dans son usine de fabrication de têtes de driver. Le procédé pour un clubmaker comme moi est le suivant. Lorsqu'après un fitting, j'ai déterminé le loft optimum pour un golfeur, et je vais prendre mon cas avec le bois 3 parce que c'est le même raisonnement. Qu'est-ce que je fais en fait? Je commande donc à l'entreprise de Tom Wilson, je commande un loft que donc un employé de son entrepôt va aller chercher. Par exemple, je dis, moi, j'aimerais un loft de 11,5. OK. Par rapport aux tolérances, l'employé va aller me chercher une tête la plus proche de 11,5 de loft. Et ensuite, si le golfeur a besoin d'ajustement de lie et d'angle de face, Tom est le seul qui, justement, donne la possibilité effectivement à des clubmakers comme moi de pouvoir tordre le hosel ici. Hein, c'est de l'acier très doux. De tordre le lie et l'angle de face. Mais en partant toujours de l'idée que le loft, c'est le loft. Donc on choisit d'abord le loft de la tête, ici parmi ces 4 modèles que je viens de vous présenter, et ensuite on va tordre le lie et l'angle de face. Ce qui fait que finalement, les 3 paramètres vont être
vraiment bien réglé. Si je prends l'exemple de mon bois 3, vous le savez, j'ai toujours eu trop de draws, trop de hooks, et raison qui a failli me faire abandonner le bois 3 hein, sur fairway. Bon, eh ben j'ai commandé donc à Tom Wishon un bois 3, son dernier modèle. Je leur ai dit voilà, moi je veux un loft de 15 degrés. Par contre, je suis petit, tous mes clubs sont réglés 3 degrés flat. Moi je veux un bois de parcours 3 degrés flat et je veux une face ouverte de 2 degrés. Voilà. Donc l'employé de chez Tom Wishon, j'imagine, est allé me chercher un modèle de bois 3 de 15 degrés et ensuite le hosel ici a été tordu manuellement pour le lie et l'angle de face désiré. Ce qui fait que j'ai une tête qui est effectivement ici parfaitement ajustée à mes critères. Et je peux vous le dire, vraiment, et ceux qui me connaissent pourraient en témoigner, je ne fais plus de hook. Quelques draws de temps en temps, mais cette grosse tendance à partir totalement à gauche avec un bois de parcours a été largement estompée. Je m'amuse même à faire des fades avec ce bois de parcours. Donc, vous voyez ici, pour conclure vraiment cette thématique, c'était la question que j'ai posée. Pourquoi pensez-vous que Tom s'embête à proposer différents moules, différents lofts accessibles à des clubmakers, et pourquoi pas juste une tête, admettons à 10 degrés de loft, qu'ensuite on peut ajuster à 8, à 9, à 10, à 11, à 12, à 13, etc. Simplement en changeant la bague. Cela ne marche pas ainsi. Et voilà. Et à nouveau, je répondrai avec plaisir à toutes vos questions par rapport à ce sujet. Conclusion de cette vidéo, parce que sinon je pense que ça va être trop long. Conclusion donc sur le loft. Je vais vous faire une capture d'écran de ce tableau que je trouve vraiment bien fait par Tom, qui est donc un tableau qui vous permet de mieux voir le loft optimal de votre driver en fonction donc de ces 3 critères dont j'ai parlé: votre vitesse de club, votre angle d'attaque, que vous pouvez mesurer assez facilement sur n'importe quel radar, et le type de parcours sur lequel vous jouez, selon que vous pouvez attendre, espérer plus ou moins de roule, terrain sec, terrain humide. Ce tableau vous donne un guide assez précis du loft optimum de votre driver. Et la prochaine vidéo, donc je partirai beaucoup plus sur les notions de moment d'inertie des têtes, de volume des têtes, de driver. Je pense que c'est un sujet intéressant à aborder. Et in fine, allez, pour les braves parmi vous qui avaient attendu la fin de cette vidéo, vous dire que je serai au golf de Belém du 12 au 15 décembre, invité par Reza, que je salue. Où je partirai à la rencontre de 4 ou 5 golfeurs pour les aider à optimiser leur sac, driver, putter, série de fer, etc. Et voilà. Et s'il y a donc parmi vous des directeurs d'AS, peut-être, qui se diraient, tiens, c'est vrai, pourquoi pas ne pas inviter un club maker à venir voir certains golfeurs qui parfois me le disent: Arnaud, j'aimerais bien te voir, mais tu es trop loin géographiquement. C'est ce que m'avait dit Reza. Tu sais, t'étais un peu loin. J'avais dit, tu sais, Reza, moi je peux venir hein, pour 3-4 jours avec grand plaisir. Ça me fait sortir de la Gironde, de ma presqu'île. Donc c'est un bonheur d'aller voir ce parcours de Belém. Donc s'il y a parmi vous des golfeurs qui se diraient, tiens, pourquoi pas inviter Arnaud sur notre golf, je viendrai avec plaisir, en fonction bien sûr de la météo, de mon agenda, etc. Voilà, fin de cette vidéo. On conclura donc la quête du driver parfait dans une prochaine, sans doute la semaine prochaine. J'aimerais bien vous donner ces clés de réflexion avant Noël. À très bientôt et merci de votre attention.